Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Une édition consacrée au Covid-19. Les chiffres augmentent en Côte d'Ivoire. Le pays enregistre ce dimanche 46 nouveaux cas d'infection, portant à 847 le total de cas confirmés. Le nombre de guéris également en hausse, 260 guéris et 9 décès au total. Le ministère de la Santé appelle les personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques à respecter le confinement obligatoire. Des mesures de lutte avec le soutien des partenaires du pays. Le Fonds monétaire international débloque 531 milliards de francs CFA en soutien à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le Covid-19. Un appui financier pour faire face aux besoins tels que les actions d'aide à la population et le plan de relance de l'économie ivoirienne. L'un des acteurs clés de cette économie est aussi à la tâche au quotidien pendant cette crise sanitaire. La compagnie d'électricité s'assure au quotidien de la fourniture des équipes de terrain mobilisées pour assister les abonnés. Bienvenue dans le 23h. Madame, Monsieur, voici toute l'actualité sur le Covid-19. Le ministère de la Santé appelle les populations au respect des mesures barrières. Les personnes fragiles doivent obligatoirement se confiner. Un appel au regard des cas qui augmentent. La Côte d'Ivoire est à ce jour à 847. Le nombre total de cas confirmés, 260 guéris et 9 décès. Le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba, a fait le point de la situation ce dimanche. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 19 avril 2020, 46 nouveaux cas de Covid-19 sur 399 échantillons prélevés et 21 guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 847 cas confirmés, 260 personnes guéries et 9 décès. Hier, au décompte final, un établissement sanitaire privé a notifié 2 décès. Il s'agissait d'une dame de 62 ans atteinte d'un cancer et présentant une cardiopathie, et d'un monsieur de 68 ans, hypertendu et diabétique. Aujourd'hui, nous notons le décès d'une personne de sexe masculin, âgée de 62 ans, hypertendu, diabétique et obèse dans un établissement sanitaire public. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles attristées. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement a décidé du confinement des personnes fragiles et vulnérables. Ce sont les personnes âgées et celles souffrant d'une pathologie chronique telle que le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers. Afin de protéger nos proches vulnérables, nous devons respecter et faire respecter ces mesures de confinement à leur égard. Nous insistons également auprès de la population sur le respect de toutes les autres mesures barrières mises en place par le gouvernement. Toutes ces mesures ont pour but de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays et de nous protéger. Aussi, est-il important de réduire les déplacements non essentiels le plus possible et de porter un masque lors de nos sorties. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique félicite tous les acteurs de la santé pour l'engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. La situation dans le monde donne 2 331 318 cas confirmés, 101 393 décès, 305 953 guéris. Sur le continent africain, l'Afrique du Sud enregistre 3 158 cas confirmés, 903 guéris et 54 décès. 834 cas confirmés au Ghana, 99 guéris et 9 décès au Burkina Faso. Il y a 576 cas confirmés, 338 guéris
36 décès. On termine au Sénégal avec 367 cas confirmés, 220 guéris et 3 décès. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a fait le point global de la gestion de la crise sanitaire. Les populations appelées à éviter l'automédication et surtout à respecter les mesures de l'état d'urgence. Le ministre des Sports annonce le soutien financier de l'État aux fédérations sportives. Les bourses des athlètes seront également payées. On fait le point global avec Konaté Moussa. Suspension des compétitions sportives, arrêt de tout regroupement à caractère sportif, salles de gym et autres lieux de pratique de sport fermés. Le Covid-19 met un coup d'arrêt au sport collectif. Les acteurs du monde sportif, eux, ne sauraient être en marge des actions du gouvernement. Les impacts de la pandémie du Covid-19 sur la filière économique du sport et le mouvement sportif sont multiformes et très importants. Pour atténuer ces impacts, nous avons procédé dès la semaine passée au paiement par le truchement de la parafiscalité de la subvention aux fédérations sportives pour un montant de 171 500 000 francs. Nous maintiendrons d'ailleurs le paiement des bourses aux athlètes de haut niveau. Et surtout, nous allons réaffecter le budget prévisionnel de 240 millions initialement prévu pour la préparation des athlètes en vue des Jeux olympiques pour soutenir les athlètes et l'encadrement sportif. Et pour être complet sur la question, il faut noter que les PME de la filière du sport ainsi que le mouvement sportif dans son ensemble sont éligibles eux aussi, en fonction de leur position sociale et de leur environnement professionnel, au fonds de soutien économique, social et humanitaire mis en œuvre par le gouvernement. Les élus locaux sont mis à contribution dans la stratégie de riposte au coronavirus. Le ministre Claude Poulin-Daou, également président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, se réjouit de l'implication des maires dans leur localité. Les maires ont mobilisé les guides religieux, les chefs de village, les chefs de communauté, les chefs de quartier, les associations de femmes et de jeunes, mobilisé de nombreux volontaires pour faire de la sensibilisation. Il me plaît encore de les encourager à poursuivre ces efforts aussi de solidarité et d'assistance en remettant des dons en vivres et non vivres aux populations rendues vulnérables par le fait de la pandémie de Covid-19. Plus de 800 cas de Covid-19 confirmés en Côte d'Ivoire. Abidjan demeure l'épicentre de la pandémie avec 93% d'infections. Ces derniers jours, le pays enregistre une augmentation du nombre de personnes guéries. Les autorités sanitaires rappellent toujours au strict respect des mesures de prévention et interpellent sur l'automédication. Nous voulons ici rappeler que l'automédication est dangereuse en tout temps. Elle sera catastrophique si l'on y prend garde dans la situation actuelle. Seuls les professionnels de la santé peuvent vous prescrire un traitement en toute sécurité et de manière appropriée en fonction du tableau clinique que vous présentez et de vos antécédents. Nous rappelons que cette prise en charge est sous la coordination du ministère de la Santé et supervisée par le secteur public selon une procédure bien définie communiquée aux parties prenantes intervenant dans la lutte contre le Covid-19. Le respect des mesures barrières face au Covid-19 engage la responsabilité des populations. Malgré les nombreux messages sur les risques de propagation, il est constaté l'ouverture et la fréquentation de certains bars et maquis. Les arrêtés 125 et 126 du 24 mars dernier à l'endroit des tenanciers de maquis, de bars, des lieux de culte et des lieux recevant du monde pas encore complètement entendus. D'où ces vidéos qui circulent, de bars et maquis qui continuent de recevoir du monde, nonobstant les instructions et les recommandations de l'État. Et donc, des saisies sont en train d'être opérées, parce que l'heure de la prévention a beaucoup circulé. Nous sommes en état d'urgence et c'est par procédure d'urgence que les tests s'appliquent. Nous avons commencé à saisir à Mans, à Boaké, à Yopougon, un peu partout sur l'étendue du territoire national, à travers nos forces, tous ceux qui refratèrent aux instructions du gouvernement continuent d'ouvrir impunément leurs bars. À ce jour, 820 personnes ont été interpellées pour violation du couvre-feu. 401 ont bénéficié d'assistance et 290 engins saisis et mis en fourrière. Et dans cette lutte contre le Covid-19, la Côte d'Ivoire peut compter avec le soutien du FMI, le Fonds monétaire international, qui débloque 531 milliards de francs CFA
Un montant pour aider le pays à faire face à la maladie. Le gouvernement qui a initié des actions de soutien aux différentes couches de la société. Une crise sanitaire qui fragilise les perspectives économiques. Voici les explications d'Adama Koné. Le Fonds monétaire international, FMI, renouvelle sa confiance à la Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration de l'institution vient d'approuver 2 décaissements en faveur du pays. Au premier guichet, la Côte d'Ivoire pourra encaisser plus de 295 millions de dollars, soit 177,2 milliards de francs CFA au titre de la facilité rapide de crédit, FRC. Le second guichet auquel la Côte d'Ivoire peut se présenter est celui de l'instrument de financement rapide, IFR. Ce sont 354,4 milliards de francs CFA que le pays pourra mobiliser. Au total, l'enveloppe que le Fonds monétaire international consent à la Côte d'Ivoire s'élève à 886,2 millions de dollars, soit 531 milliards de francs CFA au cours actuel. Montant qui doit servir à faire face aux dépenses urgentes de la pandémie du Covid-19. Les administrateurs du Fonds monétaire international ont été sensibles au plan d'urgence sanitaire d'une part et d'autre part à la riposte économique et sociale présentée par la Côte d'Ivoire. Des plans qui s'appuient sur les conséquences de la pandémie du Covid-19. C'est que la maladie fragilise la balance des paiements et affecte les perspectives économiques. La Côte d'Ivoire, qui attendait une croissance de 7,2% de sa richesse nationale, le PIB, produit intérieur brut, revoit désormais son évaluation à 3,6% au mieux des cas. Aujourd'hui, il est question donc pour le FMI de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien, non seulement pour maintenir l'économie sur des assises résilientes, mais aussi pour encourager les actions sociales appropriées en faveur de la population ivoirienne. Ce soutien du FMI vient donc renforcer le plan de riposte qui est déjà en cours dans le pays. Dans le secteur de l'électricité, le gouvernement soulage les populations. Report de 3 mois du paiement des factures, les abonnés sociaux pris en compte. Mais en cette période de confinement, l'énergie est plus sollicitée. La compagnie d'électricité rassure, la fourniture est bien assurée. Toutes les lignes sont surveillées. Des équipes mobilisées pour intervenir en cas de besoin. On fait un focus dans ce reportage de Noël Niagno. Rester chez soi, ne sortir que pour une extrême nécessité. Voilà le contenu d'une des mesures barrières pour freiner la propagation du virus. Sa particularité, elle prend en compte toute la maisonnée avec un impact socio-économique majeur, l'augmentation de la consommation d'électricité. Pendant le confinement, monsieur à la maison, madame à la maison, les enfants sont à la maison. Donc cela suppose que nous consommons abondamment de l'électricité en cette période, surtout qu'il fait encore très chaud. Quand vous êtes confiné, que vous n'avez pas accès à la télé, que vous n'avez pas de connexion Internet, tout le monde est nerveux dans la maison. Donc vous devez attirer l'attention de la CIE sur l'importance de ce rôle dans cette période pour nous aider à passer ce cap du confinement. Éviter les surtensions préjudiciables à la paix sociale. Voilà la doléance essentielle des consommateurs. Une doléance qui a ses exigences. La fourniture de services de qualité. Quelles sont les réalités en la matière? Abidjan Plateau, le centre de distribution et de surveillance. Toutes les lignes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y en a au total 460 à peu près, qui alimentent toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et vous en avez sur Abidjan 230 lignes moyenne tension. Et donc, quand nous descendons de cette moyenne tension, nous allons en basse tension pour pouvoir alimenter les domiciles et les clients consommateurs usuels. Les industriels sont aussi alimentés en moyenne tension. Donc, s'il y a une défaillance quelque part sur le réseau au niveau national, le centre de supervision en est informé. Pour ces besoins, des dispositions conséquentes sont prises en interne. Sur Abidjan, nous avons une base à Yopougon, une base à Cocody, une base au niveau de Koumassi, une base à Trècheville et la 5e base qu'on vient de mettre en place récemment, la base d'Abobo. Voilà. Et donc, le réseau étant maillé, on a des collaborateurs qui sont positionnés dans chacune de ces bases. Comme on le voit, la surveillance de la distribution est de mise. Mais qu'en est-il de la gestion des coupures qui peuvent survenir dans la fourniture de l'électricité aux abonnés pour diverses raisons? Marc Horry,
le centre de relations clients. Ici, tout est mis en œuvre pour une écoute en temps réel aux abonnés, où qu'ils soient en Côte d'Ivoire et avec les moyens qui épousent l'air du temps. Des mesures complémentaires ont été mises en place pour pouvoir renforcer non seulement l'aspect protection sanitaire des collaborateurs qui travaillent dans ce centre et pour être beaucoup plus à l'écoute de la population 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons cet outil-là qui nous permet de savoir en temps réel le nombre de clients qui essaient de nous joindre, combien sont en contact avec les clients, le temps moyen d'attente et la durée moyenne. Si le service de relations clients est en phase avec les technologies de l'information et de la communication, le déplacement sur le terrain, lui, est un véritable parcours du combattant. Problème d'adressage qui fait que souvent on a des difficultés pour rencontrer les clients, les facteurs exogènes que nous ne pouvons pas maîtriser. Donc vous voyez, il y a aussi des cas d'urgence que nous avons, des cas d'incendie, des courts-circuits au poteau que nous mettons en priorité dans nos interventions. Henri Conan, un abonné du quartier de Trèche-Villaras 2, a payé un lourd tribut à cet état de fait. J'ai appelé il n'y a pas de 8 heures. Ce qu'on appelle l'électricité, c'est comme si tu étais dans le noir. La lumière, si tu n'as pas la lumière, c'est pas bon. Parce que là, on a le confinement qui est là, on travaille de la maison. Si on n'a pas l'électricité pour travailler, on fait comment? D'autres abonnés, par contre, saluent la promptitude et le professionnalisme. C'est Marguerite qui faisait les étincelles. Comme ça, j'ai appelé la CIE. Ça a été fait, c'est bien fait et rapide. Autre satisfaction des consommateurs, la prise en charge par l'État de la consommation des familles à faible revenu. Ce qui est promis a été fait et en un temps raisonnable. Rappelons que pour cette tranche, l'État a déboursé environ 10 milliards de francs CFA. Et voici une affaire à éclairer. La jeune dame a voulu-t-elle se suicider ou voulait-elle échapper aux violences de son conjoint? En tout cas, la vidéo est devenue virale sur la toile. Une femme qui tombe du 3e étage. Selon les voisins, elle était battue par son époux, ce que rejette l'entourage de ce dernier. L'homme se trouve actuellement à la police. Nous revenons sur les faits dans ce reportage de Bintou Pekele, commenté par Boko Clément. Cette vidéo amateur montrant une femme qui tombe du 3e étage d'un immeuble fait le tour des réseaux sociaux. La scène s'est déroulée la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 avril aux environs de 3 heures du matin. Samedi matin, nous sommes sur les lieux. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour réparer le store du 1er étage cassé par la chute de la jeune dame. C'est dans la niche à compteur d'eau qu'elle a terminé sa course avant d'être transportée aux urgences par les sapeurs-pompiers. Dans l'immeuble habite le propriétaire. Il nous donne sa version des faits. Monsieur Dro Tutian est arrivé chez moi à peine 3 mois de cela. Depuis 3 mois, personnellement, je n'ai rien remarqué d'anormal entre sa femme et lui, jusqu'à ce que le jeudi nuit, l'incident se produise. Et on a un vigile dehors qui, lui, est venu pour relever la femme. Et c'est là que j'ai vu le monsieur Dro, descendait et marchait lentement comme s'il n'y a rien n'était. Et il est parti vers sa femme. Il a même soulevé sa femme. Les gens criaient, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il ne veut rien entendre. Je criais aussi et il ne veut rien entendre. Donc, j'étais obligé d'aller vers lui, serrer les corps, lui donner des craques avant qu'il ne laisse sa femme sur le sol. Le premier réflexe, c'était d'appeler sapeurs-pompiers. Fidèle Elia, fils du propriétaire, est voisin immédiat du couple concerné, le couple Dro. Fidèle retrace les faits selon ce qu'il a vu. Je suis allé toquer à sa porte. Il a refusé de m'ouvrir, il a plutôt ouvert la fenêtre pour me parler. Je lui ai dit d'arrêter de la battre parce qu'il se faisait tard, on avait besoin de se reposer. Voilà. Il a dit ok, qu'il avait compris. Voilà. Donc c'est là je suis venu m'asseoir là. La femme a pu s'échapper. Elle est allée sur la première dalle. Voilà.
Donc, en la poursuivant, quand elle s'est échappée, elle n'a pas fait de bruit, donc je n'ai pas su. C'est lui, en la poursuivant, il a fait un bruit. Donc, je me suis retenu. Du coup, il a freiné comme si c'était du jeu. Il a dit, oh chérie, tu es où et tout et tout. Donc, pour moi, c'était quelque chose de banal, ça allait se régler. Voilà, c'est après cette scène que je suis descendu. Je suis allé causer avec le vigile, puisque je n'avais plus sommeil. Au bout d'un temps, on regarde en haut, on voit la jeune dame est suspendue. Elle était vraiment faible, elle n'avait aucune force. Donc c'est un peu ça. Il a battu la femme pendant plus d'1h30. Plus d'1h30 avant qu'elle prenne cette résolution de se lancer. En face de l'immeuble, nous rencontrons la femme qui commente la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ainsi que d'autres personnes de la scène. Elle s'est faufilée derrière les voitures, elle était en slip, avec quelque chose en main. Pour moi, c'était un morceau d'épagne. Donc, elle est sortie, et puis ça, c'est une église en construction. Donc, elle est rentrée là. Dès qu'elle est rentrée, elle est arrivée à ce niveau. Lui, il est sorti, le jeune homme là. Il a retrouvé. Je les revois qui ressortent ici. C'est là, quand il partait arriver à ce niveau, j'ai crié. Je lui ai dit, tu l'as retrouvé, c'est pas pour aller la battre. Faut pas tuer l'enfant de quelqu'un. Quand elle allait voir, c'est comme il lui a demandé pardon pour la ramener à la maison. Dès qu'ils sont arrivés, ça même pas, je peux dire le temps de fermer la porte, elle a commencé à crier à nouveau. Il continuait toujours de la battre. Et à un moment donné, elle a fui, elle est venue au balcon. Elle est descendue, puis elle a mis ses mains sur le fer ici. Donc tout son corps était dehors. C'est là, lui, il est sorti et il a attrapé ses mains. Quand elle est tombée, moi aussitôt, je suis descendu de l'immeuble. Puisque c'est en face que l'événement, la chose s'est passée. Je suis descendu automatiquement et on est venu pour pouvoir la secourir. Et quand on est arrivé, le jeune en question qui l'a battu, il est descendu aussi à la suite. Il a appelé, il a pris son téléphone, il a appelé. Son ami qui l'a appelé, il était ivre. Nous, on a vu qu'il était saoulé. Donc, on n'a pas considéré sa parole et puis on s'est tué. Selon nos informations, le conjoint est interpellé par le commissariat du 38e arrondissement qui est intervenu le jour de l'incident. Sur les lieux, il est interdit de filmer. Au comptoir, l'ami de Tidiane Dro, le conjoint, il nous donne une version toute différente de ce que nous avons entendu jusqu'à cet instant. C'est une affaire de jalousie. Elle se plaint de ce que son mari ne la satisfait pas. C'est ainsi, elle est allée, comment dirais-je, elle est sortie, bon, l'endroit je ne sais pas. Mais quand elle est rentrée, elle est venue ivre. Voilà, elle est venue ivre. C'est comme ça qu'elle a trouvé sa femme et puis suite à cela, elle s'est chamaillée, qu'elle ne se sent pas, elle se sent lésée, son mari la trompe. C'est comme ça, bon, elle a décidé vraiment de laisser donner la mort. La jeune dame a-t-elle tenté de se suicider ou fuyait-elle les coups de poing de son compagnon? Impossible de trancher pour l'heure, car la victime est internée dans une clinique et son compagnon aux mains de la police. Seule l'enquête ouverte permettra d'élucider les circonstances de ce qui aurait pu être un drame évité de justesse. En attendant plus de précisions sur cette affaire, on va s'intéresser au confinement qui est devenu obligatoire pour les personnes fragiles, celles âgées ou souffrant de maladies chroniques. Elles sont nombreuses à respecter cette mesure du gouvernement. À la maison, chacun passe le temps avec ses proches. Didier Nguessan a fait le tour de quelques concessions. Voici son reportage. Ils sont à la retraite pour la plupart et sont considérés comme les personnes les plus vulnérables pendant cette crise sanitaire. Les personnes du troisième âge sont priées de rester confinées chez elles. Jeanne d'Arc a servi la Côte d'Ivoire dans le secteur de la formation professionnelle. À la retraite depuis 12 ans et crise sanitaire oblige, elle passe sa journée entre les murs de sa maison, confinée mais pas inactive. La cuisine lui permet de passer le temps. Avec l'âge et des antécédents médicaux, Jeanne d'Arc suit son traitement et ne veut prendre aucun risque face au coronavirus. Ces situations, nous ne sommes pas habitués. C'est une première dans notre vie. On essaie de s'adapter, de suivre les consignes du gouvernement et du ministre de la Santé. Pour ses courses, elle se fait livrer. Moi, j'ai quelqu'un dans le marché. Quand j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle. Il fait mes courses, il vient me déposer.
Comme elle, Issa Diakité est à la retraite après avoir servi à plusieurs postes dans l'administration publique. Entouré des siens, lui et son épouse d'une santé fragile vivent bien le confinement. Nous-mêmes, en tant que personnes âgées, on n'a pas besoin de nous dire de nous confiner. Nous devons le faire obligatoirement. Avant les récentes mesures de confinement des personnes fragiles, Issa Diakité a appelé les mutualistes à observer les mesures barrières au Covid-19. Notre intérêt, c'est de respecter rigoureusement les décisions de l'État, l'État protecteur que nous encourageons et que nous soutenons. Conscientes de leur fragilité, les personnes du troisième âge se confinent et optent pour la prévention sanitaire. Vivre le confinement, c'était justement la question au centre du magazine de ce dimanche 13h. Hamza Diaby a reçu un médecin psychiatre. La quarantaine, l'isolement, Dr Brunguessan a donné des explications sur ces notions. Voici ici quelques clés pour réussir cette période. Donc les effets négatifs, c'est sur tous les plans. Au plan spirituel, au plan économique, c'est désastreux, les gens qui perdent leur emploi. Au plan social, il y a la violence. Au plan éducatif, les enfants ne vont plus à l'école, c'est des conséquences. Mais tout cela va avoir des répercussions au niveau psychologique, au niveau de notre santé mentale, c'est-à-dire au niveau de notre bien-être. Quand ça ne va pas spirituellement, quand ça ne va pas économiquement, quand ça ne va pas socialement, il y a souffrance, il y a détresse. Et en ce moment-là, nous allons être stressés, nous pouvons déprimer, nous pouvons avoir des problèmes d'insomnie. Et donc, en un mot, toutes ces conséquences vont entraîner chez les populations la souffrance. Le confinement modifie nos habitudes de vie. Je ne suis pas habitué à rester avec mes enfants. Je ne suis pas habitué à rester avec mon partenaire ou ma partenaire. Nous n'avons pas habituellement des relations de qualité. Le confinement m'oblige et ça devient difficile à gérer parce que je n'en ai pas l'habitude. Vous savez, si vous n'avez pas appris à parler avec votre enfant ou votre femme, quand on vous met en contact, ça devient difficile. Donc c'est ce changement-là. Or, tout changement est difficile. Le premier effet positif, c'est ce que nous allons avoir en respectant le confinement, c'est la fin de la pandémie. Ensuite, maintenant on a le temps d'être en famille, même si parfois, quelquefois, ça crée des conflits. Il y en a qui aiment rester en famille, qui malheureusement à cause du boulot n'ont pas le temps. Maintenant, ils ont un peu plus de temps pour eux-mêmes, ils ont un peu plus de temps avec les enfants. On peut créer de nouvelles activités pour lire, on peut prier. Plusieurs localités visitées dans le Vébaoulé, le président de l'association des cadres du centre sensibilise les populations sur les mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Le ministre Amédée Kouakou a également fait don de kits alimentaires et sanitaires au cours de cette tournée dont nous parle Léon Brou. Njebo, Bomizambo ou Kofikwasikro, village de tisserand sur l'axe Yamoussoukro-Boaké. Presque personne dans les ateliers de tissage comme dans les restaurants et maquis de Toumoudi. Une cessation d'activité à cause de la pandémie à coronavirus Covid-19. Ça ne marche pas. Les trucs même sont chers d'abord. On ne gagne pas. Mais on se débrouille quand même pour que les enfants vont avoir 5 francs payer manger pour donner à les enfants. Nous, c'est chose tissage qu'on fait. On n'a pas acheté à cause de la maladie qui nous frappe là. Interpellé par cette vulnérabilité, le ministre Amédée Kouakou conduit l'association des cadres du Centre pour le développement, en abrégé ACCD, dans les régions du Bélier et de la Maraoué, puis dans le district autonome de Yamoussoukro. Au total, 9 localités visitées, dont Toumoudi, Bomizambo, Tunjebo, Mbekro, Bakwabo, Ndenoukro, puis 50 tonnes de riz et 1000 kits de lavage des mains distribués. Le président Amédée Kouakou a lancé donc l'appel et nous avons, n'est-ce pas, levé une cotisation qui nous permet donc d'envoyer des vivres et non-vivres à nos parents. Le président de la République, le Premier ministre ont été amenés à prendre des mesures, aussi bien pour respecter la distanciation sociale, des mesures comme la fermeture des bars, des machis, le couvre-feu. Et tout ça, beaucoup de nos populations ne le comprenaient pas très bien. Il était bon que nous puissions donc approcher nos parents pour leur expliquer d'abord et pour essayer de les aider, un tant soit peu pour atténuer les effets néfastes
donc des mesures qui ont été prises. Son exhortation à intégrer ces actes barrières, Amédée Kouakou l'a basé avec pédagogie sur les tableaux nationaux et mondiaux de la pandémie, de quoi convaincre sur l'existence réelle et la dangerosité du Covid-19. Nos parents ne croient pas souvent à ces choses-là. Cependant, nous allons faire tout pour que nos parents, que tout le monde applique les consignes qu'on nous a données. Vraiment, je lui dis merci. Merci pour avoir pensé au peuple à Yahoo. À l'étape de Kossou, le maire de Yamoussoukro a rejoint la caravane de l'ACCD du ministre Amédée Kouakou, comme pour dire qu'à la menace commune du Covid-19, la riposte efficace réside dans l'unité des cadres du centre, sans distinction d'appartenance politique. Comme tous les dimanches, place au tour du monde de l'information dominé par le Covid-19. On voit ce qui a marqué cette semaine en commençant par les mesures de lutte contre la maladie qui se renforcent en France. Le 7 sur 7, c'est avec Gabriel Zani. Ce lundi, Emmanuel Macron, le président français, a confirmé la prolongation de la période de confinement jusqu'au 11 mai. Il a également donné les détails sur le planning de réouverture de certains établissements dont les écoles. Les universités n'ouvriront pas avant juillet prochain. Les festivals ne pourront pas non plus se tenir avant juillet. Le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu'il suspendait la participation financière des États-Unis à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il a accusé l'OMS de ne pas avoir pris de décision correcte à temps concernant le Covid-19. Il a dénoncé également le rapprochement entre l'organisation et la Chine. Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse que les États-Unis menaient un examen très approfondi sur l'origine de la diffusion du Covid-19. Donald Trump répondait ainsi à un journaliste de Fox News qui l'a interrogé sur la possibilité que le virus soit issu d'un laboratoire de Wuhan, la ville chinoise où le coronavirus est apparu. Cependant, Poutine a salué les actions cohérentes et efficaces de Pékin. Ce jeudi, les autorités burkinabées, notamment le chef de l'État et les membres du gouvernement, ont décidé de céder entre 1 à 6 mois de leur salaire pour contribuer à la lutte contre le coronavirus. Le Burkina Faso a adopté un plan de riposte au Covid-19 estimé à près de 400 milliards de francs CFA. En République démocratique du Congo, dans la nuit de jeudi à vendredi, 24 personnes sont mortes à Ivora, dans le sud Kivu, dans les inondations suite à de fortes pluies. Le gouvernement du Congo a dépêché une délégation dans la localité. Plusieurs dégâts matériels sont enregistrés et près de 78 000 personnes sont sinistrées. Aux États-Unis, des centaines de personnes ont manifesté contre le confinement du New Hampshire à la Californie, en passant par le Texas ou l'Ohio. Des manifestants ont réclamé samedi la fin du confinement face au coronavirus, encouragés par le président américain qui a estimé que certains gouverneurs étaient trop rigoureux dans les restrictions. Les Maliens ont voté ce dimanche pour élire leurs députés. Un deuxième tour de scrutin législatif maintenu malgré les violences djihadistes, le nouveau coronavirus et l'enlèvement de Soumaïla Cissé, principal opposant au régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les premiers résultats provisoires sont attendus en début de semaine prochaine. Le premier tour s'était tenu le 29 mars. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognon. L'actualité se poursuit sur notre plateforme RTI Info. Prenez soin de vous. Bonsoir.